Voilà. C'est classe. Donc il va faire une conférence pendant 1h15. Ensuite, vous allez faire donc vos présentations dans 3 salles, la salle 117, le CDI et l'auditorium. Donc les lycéens dans l'auditorium, les 6e, 5e c'est en 117 en général, et les 4e, 3e au CDI. Vous n'avez pas le droit de changer de salle entre 10h et la pause qui est à midi. D'accord? Il y a 4 exposés, vous devez rester dans la même salle. Les adultes, les profs, essayez d'équilibrer pour qu'il y ait suffisamment d'adultes dans chaque salle. Il n'y a que les chercheurs qui ont une autorisation exceptionnelle pour changer éventuellement de salle, pour voir les sujets qu'ils ont donnés. Ok? Et cet après-midi, même chose, on aura une pause au milieu de l'après-midi. Vous ne changez pas de salle, vous pourrez changer de salle qu'au moment des pauses. D'accord? Donc les pauses à 15h. Ça va? Ok, super. Bon, ben à tout à l'heure. Au revoir. Bonjour, vous m'entendez bien? Donc je vais vous parler d'origami. Donc, je suis très content d'être ici. Contrairement à l'exposé qui a été fait hier, vous n'aurez rien à faire, et surtout pas de pliage. Après, vous ferez des pliages si vous voulez, mais là je vais parler de quelque chose qui est à la fois amusant, mais mathématique. Donc là, vous voyez un premier origami qui s'appelle la grue. C'est le travail qu'on fait faire aux débutants au Japon comme premier pliage. En France, c'est plutôt la cocotte en papier. Donc voilà, les mathématiques de l'origami. Alors, l'origami, c'est un jeu. Donc en fait, c'est un jeu créatif, et vous avez vu peut-être tout à l'heure un certain nombre d'origami qui ont été projetés, je vais en montrer quelques autres après. Il y a une créativité extraordinaire, il y a des gens qui ont un talent fou pour représenter des animaux, faire des boîtes parallélépipédiques ou des choses comme ça. Bon voilà, mais aussi c'est un sujet mathématique. La science du papier plié, en fait, et surtout la compréhension mathématique, elle n'est apparue qu'assez tardivement. C'est assez bizarre. En fait, on s'est amusé à faire des pliages, et on ne s'est pas posé de questions mathématiques pendant assez longtemps. Maintenant, l'art et les mathématiques se rejoignent dans les mains des experts. Alors, qu'est-ce que c'est que l'origami? Alors là, il y a plusieurs définitions, et on va envisager une définition stricte, parce que sinon, en mathématiques, si on se donne trop de liberté, on ne peut plus rien dire de précis. A priori, tout est permis, et on appelle ça encore de l'origami, même quand on fait des découpages. Ça permet de faire des boîtes, des étoiles, des polyèdres, ou alors des animaux, des fleurs, des personnages, etc. Mais ce qui va nous intéresser, nous, c'est la forme pure de l'origami. Et la forme pure, c'est qu'on part d'une feuille carrée, éventuellement très grande, hein, éventuellement très fine, très solide, éventuellement même, on va prendre du papier un peu qu'on peut mouiller sans qu'il se déchire. Hein, voilà. Il y a des possibilités assez grandes, mais une feuille carrée, et ensuite on va faire des pliages, et des pliages uniquement avec des lignes. On ne va pas faire de lignes courbes. Ça, c'est l'origami pur. Maintenant, il existe toutes sortes de variantes de l'origami, vous en avez vu tout à l'heure. On peut prendre plusieurs feuilles de papier et puis faire les plier, les imbriquer, etc. On peut découper, on peut coller, on peut mouiller. Voilà, on peut s'aider aussi d'outils qui vont permettre de faire des plis arrondis. Je vais vous en montrer là tout de suite. Alors voilà, ça c'est la cocotte en papier. Si vous ne savez pas la faire, regardez bien ce dessin. Mes transparents sont à la disposition de ceux qui veulent. Donc on pourra les mettre peut-être sur le site du
congrès, et vous pouvez les prendre. Donc voilà, vous avez le modèle pour faire la cocotte si vous ne savez pas la faire. Ça, c'est la grue que j'ai montré à l'instant. Et à côté, il y a ce qu'on appelle le canevas. C'est quand on déplie la feuille, et je vais en parler plus en détail, et on regarde quels sont les plis. Et on distingue deux sortes de plis, les plis montagne et les plis vallée, je vais en reparler, qui permettent de savoir, au bout du compte, quels sont les plis qui sont vraiment utiles pour arriver à cette forme-là, par exemple, pour une autre forme. Alors, les gens qui ont du talent peuvent faire des choses comme ça. À mon avis, il faut beaucoup de temps. Moi, je ne sais pas faire ça. Ça, c'est pas mal non plus. Des insectes. Bon, je pense qu'il faut une grande expertise pour arriver à faire ça. Ça aussi, là, la feuille de départ doit être très grande, hein, j'imagine, pour faire ça. Alors, moi, j'aime bien ce type-là. C'est peut-être pas une feuille carrée qui est au départ, peut-être une feuille de forme un hexagonal, mais c'est uniquement des plis, il n'y a pas de découpage. Et on fait une sorte de relief en pliant comme ça, c'est très joli, je trouve. Alors après, on peut faire des choses qui vont avoir comme ambition d'être une sculpture. Donc là, c'est une sculpture de type géométrique. Bon, là, je pense qu'il n'y a qu'une seule feuille de papier qui a été utilisée. Là aussi, je pense que là, il a fallu la mouiller un petit peu pour qu'elle garde bien sa forme. Là, il y a plusieurs feuilles de papier qui sont utilisées. Alors, je crois qu'il y en a 6 qui sont utilisées pour faire à chaque fois la même forme et puis les imbriquer. Alors, ça ne doit pas être très facile d'imbriquer tout ça. Je ne sais pas comment. Là, il y en a encore un bien plus grand nombre et puis on joue avec les couleurs. Bon, voilà, toutes sortes de... ça, c'est une sorte d'origami très spécial qui a été inventé récemment par un mathématicien qui s'appelle Eric Demen, qui consiste à prendre des feuilles, alors je ne sais pas combien il y en a là, et puis à faire des plis avec un instrument, mais des plis qui vont être courbés. On voit bien d'ailleurs que c'est des plis courbés, et puis ça finit par faire des formes, des sortes de sculptures, c'est assez joli. Là, c'est carrément quelque chose de métallique. Alors, est-ce que c'est encore de l'origami? On peut peut-être discuter. Et ça aussi, c'est un artiste chinois, je pense, qui fait des constructions abstraites, mais en papier. Bon, voilà. Alors, on va en voir un peu plus loin, mais maintenant, revenons un petit peu à l'origami pur. Donc, c'est un art qui est né, semble-t-il, au XVIIe siècle, au Japon. Mais son histoire, en fait, elle est difficile à tracer pour une raison simple, c'est que le papier, ça ne se conserve pas bien. Sur les siècles, ça ne se conserve pas très bien. Et donc, en fait, on n'a pas de traces d'origami très anciens. Maintenant, si on prend l'origami dans un sens plus large, en Chine, en Italie, en Espagne, en Allemagne, il y a eu des gens qui ont fait des pliages. Et donc, on peut qualifier d'origami au sens large. L'étude mathématique, par contre, elle est beaucoup plus récente. On sait qu'on a commencé à se poser des questions sur l'origami qu'à partir du début du XXe siècle. Et ça s'est révélé d'une richesse extraordinaire. En particulier, je vais en parler un peu plus loin, on va voir qu'il y a une notion de nombre constructible par origami. Je vais expliquer ce que ça veut dire plus loin. Voilà, c'est une notion qui est intéressante et qui fait écho à une autre notion qui a été très importante en mathématiques, c'est la notion de nombre constructible à la règle et au compas. Je vais évoquer ça tout à l'heure. Et qui conduit à la résolution, enfin, l'étude de ces nombres constructibles à la règle et au compas a conduit à la résolution du problème de la quadrature du cercle. Vous avez peut-être entendu parler du problème de la quadrature du cercle. C'est devenu une expression en français. Quand quelque chose est très difficile, on dit c'est la quadrature du cercle. Mais à l'origine, c'est un problème mathématique qui date des Grecs. Je vais le rappeler tout à l'heure. Juste pour illustrer à quel point les travaux aujourd'hui sont nombreux concernant les mathématiques de l'origami, il y a un congrès qui se réunit, alors pas tous les ans, ça va être tous les 4 ans, je pense, ou tous les 2 ans, tous les 4 ans peut-être. Donc l'avant-dernier c'était à Tokyo, le dernier c'était à Oxford, et ce congrès est entièrement consacré aux mathématiques de l'origami. Et les actes de ce congrès, c'est-à-dire le livre qu'on fait paraître après le congrès, avec les textes correspondant aux diverses communications qu'il y a eu, il est épais. Il fait, alors, j'ai celui de 2014, je crois qu'il fait plus de 600 pages. Alors, on se demande comment on peut faire 600 pages de mathématiques à partir de l'origami, et ça se renouvelle encore. En 2018, je ne vais pas avoir les actes, mais j'imagine qu'il y en a autant.
Et alors, aujourd'hui, l'origami, d'ailleurs, c'est devenu important. Alors, l'origami, pris dans un sens large, parce que, en biologie, par exemple, quand on s'intéresse au problème du repliement des protéines, et c'est très important pour concevoir des médicaments, bah, ce sont des problèmes de pli, de pliage. Alors, si on accepte d'appeler origami ces problèmes de pliage, voilà, en biologie, il y a des problèmes de pliage. Dans les nanotechnologies, il y a des gens qui s'intéressent aussi à concevoir des structures qui, quand on va les tremper dans l'eau, par exemple, vont se replier d'une certaine façon, et puis quand on va les sécher, vont se produire d'une façon, quand on va mettre un certain produit dans le liquide où ces structures baignent, elles vont se déplier, etc. Donc il y a tout un travail de recherche qui est fait aujourd'hui sur la conception de microstructures qui vont se plier ou se déplier en fonction du contexte dans lequel elles sont plongées ou Alors moi je ne vais pas parler de ça, mais maîtriser ces choses-là, c'est des problèmes d'origami. Il y a un problème d'origami d'ailleurs qui est très concret aussi, c'est le problème du repliage des antennes de satellites. Il y a certains satellites qui déplient une antenne pour capter de l'énergie solaire par exemple, et le pliage de ces antennes, c'est un problème d'origami, et il y a des solutions astucieuses qui ont été portées à ça. Bon, je ne parlerai pas de ça, mais voilà, il faut savoir que c'est un problème aujourd'hui qui a des applications concrètes, et il y a une problématique concrète scientifique autour de l'origami. Alors, venons-en à l'origami pur. Donc, je rappelle les règles que j'ai déjà indiquées rapidement. On prend une feuille de papier unique, on en prendra plusieurs, carré. On utilise des plis rectilignes, c'est-à-dire des droites, des segments droites. Et à la fin, quand on a fini la forme, pensez à une cocotte en papier, il faut que la forme puisse être complètement aplatie. Elle n'a pas de volume. On peut lui donner un volume si on trouve que ça fait plus joli, mais a priori, elle doit avoir une forme qui est complètement plate. Et c'est ça qu'on va appeler l'origami pur, et c'est sur cet origami pur qu'on va pouvoir avoir des résultats mathématiques. Donc la cocotte en papier, elle est de ce type-là, la grue, là, que j'ai montré tout à l'heure, elle est de ce type-là. Voilà. Donc quand on fait une cocotte et qu'on la déplie, donc voilà, en fait on va considérer deux types de plis. Donc, on va appeler les plis montagnes, ce sont ceux qui sont saillants vers nous. Par exemple, alors je crois que je peux mettre comme ça, ouais, bien. Ouais, donc, par exemple, là, le pli qui correspond à l'arête supérieure de la cocotte en papier, voilà, ça va être un pli montagne. Et alors, sur certains dessins, je vais convenir de les représenter en rouge, et puis sur d'autres dessins, je ne pourrais pas respecter cette contrainte-là, parce que c'est des dessins que j'ai recopiés. Mais a priori, en rouge, ça sera les plis montagnes, et en bleu, ça sera les plis vallées, dans l'autre sens, quand on replie la feuille et que les deux bords se touchent vers soi. L'ensemble de ces plis, donc ce qu'on voyait, c'est pas ici, c'est ici, voilà, ça fait ce qu'on appelle le canevas. Et donc voilà le canevas de la cocotte en papier. Alors, on voit bien le rouge et le bleu. Et puis ici, j'ai quand même indiqué en gris des plis qu'on a été amené à faire au moment de la construction, mais qui sont dépliés au moment où on arrive à la cocotte en papier. Donc en fait, d'une certaine façon, il y a trois types de plis. Quand la cocotte est faite, il y a les plis montagnes donc en rouge, les plis vallées en bleu, et puis les plis qu'on a utilisés pendant le pliage et qui ont été défaits au moment où on est arrivé à la forme définitive. Donc voilà, on va s'intéresser à ces plis vallées et ces plis montagnes en rouge et en bleu. Et on va s'apercevoir que n'importe quoi n'est pas possible. Les mathématiciens aiment bien essayer d'éclaircir les choses. Et n'importe quel schéma de traits rectilignes, rouge et bleu, n'est pas un canevas possible. On va avoir des contraintes sur ces dessins. Si vous faites un dessin en prenant une feuille carrée et que vous dessinez des traits bleus et des traits rouges, ben, ça ne correspondra pas nécessairement au canevas d'un pliage au sens de l'origami pur. Et donc il va y avoir deux théorèmes qui vont indiquer quelles sont les règles que les canevas d'origami pur vérifient. Alors ces règles permettent de repérer des erreurs quand on fait un canevas. Les gens qui conçoivent des origamis et qui veulent les communiquer, ils montrent effectivement le résultat. Souvent, ils montrent le canevas, et puis ils donnent quelques explications, mais pas forcément des explications très, très détaillées.
pour la réalisation de la forme, je sais pas, d'un insecte par exemple. Donc le canevas, c'est quelque chose qui est basique pour les gens qui font des origamis, qui en conçoivent et qui veulent communiquer leur création. Alors, premier théorème, et je vais essayer d'expliquer l'idée de ces théorèmes avec une sorte de démonstration, c'est le théorème de Miyakawa. C'est un nom japonais. Et alors, l'histoire de ce théorème, je l'évoque avant de l'énoncer, c'est assez bizarre. En cherchant bien, on s'est aperçu que dès 1966, il y a un certain Murata, qui doit être un japonais aussi, qui l'a proposé. Ensuite, il y a un Français qui s'appelle Jacques Justin, qui l'a redécouvert. Donc pendant un certain temps, moi j'ai cru que c'était Jacques Justin, le découvreur du théorème. D'ailleurs, j'ai écrit ça dans un article. Et puis, finalement, il y a un japonais qui l'a retrouvé encore un peu plus tard, qui s'appelle Miyakawa. Et alors lui, pour des raisons un peu d'histoire de la science de l'origami, ben c'est lui qui mérite le nom aujourd'hui. C'est lui qui a capté le nom. Et on parle de théorème de Miyakawa, alors que c'est pas lui qui l'a inventé. Il y a deux prédécesseurs qui l'avaient découvert, je pense, indépendamment l'un de l'autre. Alors, qu'est-ce que dit ce théorème? Il dit quelque chose de très simple. Il dit que quand je considère un point intérieur, par exemple celui-ci, voilà, intérieur à un canevas, et que je compte le nombre de traits rouges qui arrivent, donc de plis montagne qui arrivent, et le nombre de traits bleus de plis-vallées qui arrivent sur ce point, eh bien, il va y avoir une règle entre ces deux, et la règle, c'est que, ou bien, donc on note R, le nombre de traits rouges, et B, le nombre de traits bleus, eh bien, il y en a un qui est 2 unités de plus que l'autre. Donc, ou bien c'est R qui est égal à B plus 2, ou bien c'est B qui est égal à R plus 2, ce qui revient même, R est égal à B moins 2. Donc, le nombre de traits rouges et de traits bleus, c'est pas n'importe quoi sur un canevas d'origami, ils ont une différence qui est de 2, toujours de 2. Et j'ai expliqué tout à l'heure pourquoi. Donc voilà, c'est un petit peu étonnant qu'un résultat aussi simple que ça concernant l'origami ait dû attendre, donc finalement, 1966 pour être identifié. Les gens qui font de l'origami, vraisemblablement, ne s'intéressent pas aux maths, ils essaient de faire de belles choses, et les maths ne les intéressent pas. Donc voilà, par exemple, un origami. Alors là, cette fois-ci, sur ce dessin-là, c'est un dessin de Robert Lang, qui est un grand spécialiste d'origami, et en particulier, il a réfléchi beaucoup aux problèmes d'origami mathématique. Lui, il dessine les plis montagnes en noir, et les plis vallées, il les dessine en pointillés. Donc voilà. On peut regarder, par exemple, sur ce canevas de sorte d'escargot, là, par exemple, sur en ce point-là, il y a 3 plis montagnes qui se rejoignent, et puis un pli vallée. Il y en a bien 2 de plus, les plis montagnes et les plis vallées. Ici, c'est la même chose. Alors, je retrouve ici, à cet endroit-là, il y a 3 plis vallées qui se rejoignent, et un pli montagne. On regarde la vitesse, donc, à nouveau, c'est 2 de plus, cette fois-ci pour les plis vallées par rapport aux plis montagnes, et puis on peut vérifier à chaque fois. Et alors, je raconte une petite anecdote, là. Robert Lang, il a publié un très très beau livre d'origami, dans lequel d'ailleurs il parle des aspects mathématiques du sujet, et il y a une multitude de canevas qui sont dessinés, très soigneusement, des canevas comme ça je l'ai pris dans son livre d'ailleurs, et puis en regardant de près, je me suis aperçu qu'il y en a qui ne vérifiaient pas le théorème. Alors, j'étais étonné quand même, je lui ai écrit, et je pense qu'il était très ennuyé, parce qu'il s'est aperçu qu'il y avait des canevas qui étaient sans doute mal dessinés. Peut-être que c'est pas lui qui a fait les dessins, je ne sais pas, mais il était très ennuyé que je lui indique qu'il y avait des erreurs dans son bouquin. Alors, oui, bon, ça j'ai expliqué, on voit mieux là les rouges. Chaque point intérieur va y avoir, donc ici par exemple c'est 4 rouges et 2 bleus, là c'est 3 rouges, 3 bleus et 1 rouge, excusez-moi, là c'est 3 bleus et 1 rouge, etc. Bon, c'est vérifié, ça c'est le canevas de la conquête en papier. Une des conséquences de ce théorème, c'est que si on prend la feuille de papier, donc dépliée, avec les traits rouges et les traits bleus, eh bien, le fait que... Oui, une des conséquences que je n'ai pas
sur lequel je n'ai pas insisté, c'est que les formules qui sont ici, R égale B plus 2, elles impliquent en particulier que le nombre de traits qui vont se regrouper en un point, ça va être un nombre pair. Pourquoi un nombre pair? Oui, parce que le nombre de traits, ça va être par exemple B, et puis B plus 2. Donc ça va faire 2B plus 2, ça va faire un nombre pair, 2B c'est pair, et 2 c'est pair. Donc une des conséquences de ce théorème, c'est qu'en chaque point, il y a un nombre pair de traits qui se rejoignent. Et alors, quand il y a un nombre pair de traits qui se rejoignent sur un dessin, donc ce qu'on pourrait appeler en général un graphe, eh bien ça donne une propriété particulière du graphe. Donc ça délimite donc, des zones sur la feuille de papier. Ici, il y a encore dessiné les grilles, il faut les oublier. Ces zones qui sont dessinées vont pouvoir être coloriées avec deux couleurs. Donc ici, c'est un vert foncé et un vert, une sorte de jaune, sans que deux zones voisines soient de la même couleur. Donc tout à l'heure, hier, on a parlé du théorème des quatre couleurs. Le théorème des quatre couleurs, il indique que quand vous dessinez une carte quelconque, donc c'est vrai, je sais pas, la carte des États des États-Unis, par exemple, vous pouvez toujours colorier cette carte en quatre couleurs, c'est le théorème des quatre couleurs, sans que deux zones voisines, donc sans que deux états voisins, soient coloriés de la même couleur. Ce qu'on cherche à faire pour pas qu'il y ait de confusion quand on colorie une carte. Donc, le théorème des quatre couleurs, il est valable pour n'importe quelle carte. Enfin, il faut un peu préciser qu'un état va pas pouvoir être découpé en deux parties indépendantes, des choses comme ça. Enfin, bon, si chaque état se présente naturellement en un seul bloc, on va pouvoir colorier n'importe quelle carte de ce type-là avec quatre couleurs sans que deux états proches l'un de l'autre, qui ont une frontière commune, soient coloriés de la même couleur. Et bien, dans le cas des dessins obtenus avec les traits rouges et les traits bleus, la conséquence du fait qu'il y ait un nombre pair de points qui se rejoignent en chaque point de ce graphe fait qu'on peut colorier avec deux couleurs. Donc là, il y a une sorte de théorème des deux couleurs pour les canevas de l'origami. Voilà. Alors, deuxième théorème. Alors, c'est un petit peu plus compliqué, peut-être que les sixièmes et les cinquièmes vont être embêtés, mais je vais expliquer, vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça, même s'il y a des notations qui vous semblent compliquées. Quand on considère les points, alors, le dessin, quand on considère un point à l'intérieur d'un canevas, voilà, il y a un certain nombre d'angles qui interviennent. Donc, il faut toujours négliger les grilles. Donc là, il y a un certain angle, 90 degrés. Là, il y a un autre angle, 45 degrés, on voit bien. Là, c'est à nouveau 45 degrés, là, le vert foncé. Encore 45, encore 45, et puis là, 90. D'accord? Donc, quand on tourne autour du point, on rencontre un certain nombre d'angles. Ici, c'est 90, 45, 45, 45, 45, 90. Et puis si je prends ici, ça va être plus, parce que là, ça va faire 90 plus 45, 90, 45, 45, 45. Donc, voilà. Et en chaque point d'un canevas d'origami, on va avoir comme ça une succession d'angles qui vont apparaître et on les note A1, A2, A3, etc. Il y en a un nombre pair parce qu'il y a un nombre pair de droites qui se rejoignent dans ce point-là, donc le dernier va avoir un indice du genre 2n, par exemple 6, 6 c'est 2 fois 3, ou s'il y a 8 droites qui se rejoignent, 8 c'est 2 fois 4, voilà. Donc on les note, ces angles, A1, A2, A3, etc., jusqu'au dernier, qui a un indice, qui est un nombre pair, par exemple A6 ou A8, etc. Et bien ce que dit le théorème de Kawasaki, c'est que quand je prends ces angles et que j'alterne des plus et des moins, donc je fais le premier, moins le deuxième, plus le troisième, moins le quatrième, etc. jusqu'au bout, et bien ça fait 0. Voilà. Les angles d'un point intérieur à un canevas ne peuvent pas se trouver dans n'importe quelle, ne peuvent pas avoir n'importe quelle valeur. Ils vont avoir la propriété qu'en en prenant 1 sur 2 et en additionnant, et en soustrayant 1 sur 2, donc A1 moins A2 plus A3 moins A4, on obtient exactement 0. Alors, il y a une autre propriété qui est évidente, donc ça c'est le théorème, il dit ça. Hein. Donc, ensuite, je fais un petit commentaire. Je dis, il y a une autre propriété qui est évidente quand on tourne autour d'un point, bah, c'est que si je fais la somme de 90 plus 45, plus 45, plus 45, plus 45, plus 90, bah, j'ai fait un tour complet, donc ça fait 360. Ça, c'est évident. Donc là, je l'ai écrit. Et quand on additionne ces deux relations,
Alors, il faut réfléchir, je n'ai pas écrit mes calculs en détail, mais il faut faire un petit effort mental. J'additionne cette relation-là et celle-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir A1 plus A1, ensuite il va y avoir moins A2 plus A2, ça va soustraire. Ensuite il va y avoir A3 plus A3, ok, et puis ensuite moins A4 plus A4, ça disparaît. Donc quand je vais additionner ces deux relations, l'une avec l'autre, je vais obtenir que 2A1 plus 2A3 plus 2A5, etc., en prenant 1 sur 2 et à chaque fois en multipliant par 2, ça me fait 360 degrés. Si je divise tout ça par 2, ça va faire que A1 plus A3 plus A5, donc en prenant 1 sur 2, ça fait 180 degrés. C'est ce que j'ai dû écrire ici sur l'exemple. Voilà. Quand on prend A1 plus A3 plus A5 plus A7, ça fait 180 degrés. Et puis, de la même façon, quand on en prend 1 sur 2 en commençant alors j'ai mis à 0 ici, bah c'est une erreur, c'est A2, ça doit commencer à A2. A2 plus A4 plus A8, ça fait 180 degrés aussi. Alors justement, la cocotte en papier, on vérifie, hein, quand quelqu'un vous énonce un théorème, posez-vous la question, est-ce que vraiment c'est juste son truc? Les erreurs, ça existe en mathématiques. Donc, ici, non pas pour démontrer le théorème, mais juste pour voir que ce n'est pas une absurdité. Si on étudie en détail la cocotte en papier, là on prend l'un des points intérieurs, on va avoir 90, 90, 45, 45, 45, alors c'est lequel qui fait ça? 90, 90, bah si, quand on part de celui-ci, 90, 90, 45, 45, 45, 45. Donc quand on compte à partir de celui-là, on obtient ça. Voilà. Donc voilà, A1 égale 90, A2 égale 90, A3 égale 45, A4 égale 45, etc. On vérifie bien. Donc on ne fait pas le calcul, mais si vous voulez prendre un transparent et vous corrigerez, vous ferez la vérification. On obtient bien le résultat que la somme, ça fait 360. Je pense qu'on peut le faire de 4 sur 90 plus 90, ça fait 180. Et puis là, il y a 4 fois 45, ça fait 180. Et 180 plus 180, ça fait 360. Voilà. Donc, ce n'est pas une démonstration. Quand on a vérifié sur un cas particulier, on n'a rien démontré, on a juste vérifié que ce qu'énonce le théorème n'est pas en contradiction évidente avec un exemple qu'on étudie. Alors, la démonstration mathématique d'un résultat comme ça, en fait, c'est assez compliqué si on s'impose des règles de rigueur très grande, comme on le fait aujourd'hui en mathématiques, et comme on exige aujourd'hui de le faire en mathématiques. Mais, donc si vous voulez voir la preuve, j'indique un lien, une preuve mathématique très, très sérieuse. En revanche, si on essaie de comprendre intuitivement ce qui se passe, en fait, il suffit juste de regarder ce dessin-là. Je vais essayer d'expliquer comment ce dessin-là donne la preuve. Alors, d'abord, j'explique les trois dessins qu'il y a. Donc, ici, j'ai représenté un cas particulier, donc d'une situation qui pourrait se produire quand on considère un point à l'intérieur d'un canevas. Donc là, ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5 traits rouges qui se rejoignent, donc 5 lignes montagnes qui se rejoignent, et il y a 3 traits verts. Ça va, il y en a bien de plus en rouge qu'en vert, donc le premier théorème est vérifié, voilà. Et alors j'imagine, donc j'ai découpé, j'ai pris ma feuille carrée, j'ai découpé un rond autour de ce point qui est intérieur au carré, et puis je refais le pli. Quand je fais le pli, j'obtiens quelque chose qui ressemble à ça. D'accord? Et ce pliage, je le regarde par la tranche. À ce moment-là, j'obtiens ce dessin-là. D'accord? Tout le monde comprend bien comment on obtiendrait, comment on passe de cette figure-là à celle-ci et à celle-ci. Et maintenant, on va réfléchir sur cette figure et on va voir que les deux théorèmes, qui sont compliqués quand on veut donner des démonstrations très, très rigoureuses et précises, on va voir qu'ils sont presque évidents. Alors, d'abord le premier qui nous dit qu'il y a 2 rouges de plus que de verts, ou 2 verts de plus que de rouges. Une petite remarque d'abord. Quand je prends ce dessin-là, si je retourne la feuille, j'obtiens encore quelque chose que je peux obtenir en extrayant un rond à l'intérieur d'un canevas. Mais quand je retourne la feuille, les plis montagnes sont devenus des plis vallées et les plis vallées sont devenus des plis montagnes. Donc, c'est normal que le résultat qui concerne le nombre de plis vallées et le nombre de plis montagnes, il soit indépendant en quelque sorte du fait
de la permutation entre montagne et vallée. Ce qui est le cas, puisqu'on dit qu'il y en a un qui est 2 de plus que l'autre, et on ne précise pas nécessairement lequel. Mais ça c'est normal, puisqu'en retournant la feuille, on échange les plis vallée en plis montagne. Alors, regardons ce dessin-là. D'abord, il faut avoir conscience qu'il peut y avoir 2 plis montagne consécutifs. Là, il y en a un, et là, il y en a un autre. D'accord? Par contre, ça ne peut pas se produire un très grand nombre de fois. Là, ça se produit encore une fois. Là, il y a un pli montagne consécutif. Et puis, là aussi. Mais c'est les 2 seules fois où ça se produit. Donc, sinon, à chaque fois qu'il y a un pli montagne, il y a un pli vallée, et après un pli vallée, il y a un pli montagne. D'accord? On remarque ça, simplement, c'est pour bien avoir les choses en tête. Alors maintenant, imaginons, il faut faire à nouveau un travail d'imagination, que je vais déplier progressivement cette construction-là. Donc par exemple, je vais prendre le point C2 ici, et je vais l'amener ici. Et ça va défaire le pli C3, et ça va défaire le pli C1. D'accord? Je déplie, et j'obtiens quelque chose qui aurait pu d'ailleurs être aussi quelque chose provenant d'un pliage d'origami, et il va y avoir un pli montagne en moins, c'est C1 qui va avoir disparu, et un pli vallée en moins, ça va être C3 qui a disparu. Si je prends cette sorte de truc là qui est au-dessus, et je l'ouvre, j'obtiens à nouveau quelque chose qui a un peu moins de pli vallée et un peu moins de pli montagne, en fait, qui a un pli vallée de moins et un pli montagne de moins. Et puis, là, il faut faire un petit travail d'imagination. Une fois que j'ai fait ça, il y a d'autres dépliages que je peux faire. Par exemple, je pourrais faire le dépliage avec le C8 et le C6, je lève tout ça, et je vais à nouveau supprimer un pli vallée qui est le C8 et le pli montagne qui est le C6. Et puis petit à petit, je vais déplier tout, et à la fin, qu'est-ce que j'obtiendrai? J'obtiendrai simplement une sorte de cercle complètement aplati. Et quand j'obtiens le cercle complètement aplati, il n'y a que 2 plis montagne en rouge. Donc quand j'ai tout déplié, à la fin, il n'y a plus que 2 plis montagne. Et ce qu'il faut bien noter, c'est qu'à chaque fois que j'ai déplié quelque chose, j'ai enlevé un pli montagne et un pli vallée. Donc, si à la fin, j'obtiens 2 plis montagne et pas de pli vallée, et puis que chacun des dépliages a en fait soustrait un de chaque, c'est qu'au départ, il y avait 2 plis vallée de plus. En fait, c'est des plis montagne. Si à la fin, j'obtiens 2 plis montagne et qu'à chaque fois que j'ai fait un dépliage, j'ai supprimé un pli montagne et un pli vallée, c'est qu'au départ, il y avait 2 plis montagne de plus que de plis vallée. Donc voilà, ça c'est la démonstration imagée du premier théorème. Le second, il est encore plus simple. Quand on considère les angles ici, et qu'on prend le pliage ici, en fait les angles ils correspondent à les longueurs d'arc qui sont ici. Exactement les longueurs d'arc, puisque j'ai fait un découpage qui était parfaitement arrondi. Et puis quand je reprends le dessin qui est ici, j'imagine que j'ai bien fait le dessin de manière à ce que les segments qui sont ici correspondent aux longueurs, correspondent exactement aux angles. Et qu'est-ce qui se passe quand je suis les divers angles? Ici, il y a un premier angle. Donc, ensuite, il y en a un second qui part dans l'autre sens. Ensuite, il y en a un troisième qui repart dans le premier sens que j'ai utilisé, etc. Je fais des zigzags. Une fois, je vais vers la droite, une fois, je vais vers la gauche. Et puisqu'au bout du compte, le dessin que j'ai ici, il se referme sur lui-même, c'est que j'ai fait le même parcours vers la droite que vers la gauche. Et si j'ai fait le même parcours vers la droite que vers la gauche, ça signifie que tout ce qui va vers la droite s'est annulé avec tout ce qui va vers la gauche. Or, comme je vais une fois vers la droite, une fois vers la gauche alternativement, ça veut dire qu'en prenant alternativement des plus quand je vais vers la droite et des moins quand je vais vers la gauche, et bien tout s'annule. C'est peut-être un tout petit peu compliqué, vous réfléchirez, mais le dessin qui est ici, si on admet bien que les longueurs des segments qui sont là correspondent aux angles, eh bien, il donne la démonstration du théorème de Kawasaki. Voilà. Après, quand on veut formaliser au sens mathématique des termes, c'est plus compliqué à écrire, mais
cette image-là contient en fait toutes les idées pour les démonstrations. Donc voilà, si on vous propose un canevas d'origami, vérifiez d'abord qu'il est possible ou pas, il peut y avoir des erreurs. Alors maintenant, il y a une autre question qui se pose, et on va envisager plusieurs de ces questions, c'est est-ce que si je dessine sur une feuille carrée des plis rouges, enfin des segments rouges et des segments bleus, et que je m'arrange pour qu'ils vérifient les deux théorèmes, est-ce que nécessairement je peux plier la feuille sur laquelle j'ai fait ces plis de manière à avoir un origami, c'est-à-dire à la fin avoir une forme plate comme la cocotte ou comme la grue japonaise. Voilà, c'est ça la question. Les théorèmes que j'ai énoncés, ils énoncent ce qu'on appelle des conditions nécessaires. Si un canevas provient d'un origami, alors le théorème 1 est vérifié, le théorème 2 est vérifié. Mais est-ce que c'est vrai dans l'autre sens? Est-ce que si je fais un dessin qui vérifie les deux théorèmes, est-ce que je peux plier la feuille? C'est une question qui est tout à fait naturelle. En tout cas, pour un mathématicien qui réfléchit à ces questions-là. Alors, la réponse, elle est simple. Certains aspects de la réponse sont simples. C'est non. Ça ne marche pas. La condition qui est nécessaire n'est pas une condition suffisante. Et voilà un premier exemple. J'espère qu'on voit bien le rouge et le bleu, oui, à peu près. Donc là, j'ai fait un dessin avec un seul point intérieur. Donc une feuille carrée avec un seul point intérieur. Et puis j'ai dessiné des traits rouges. Il y en a 3, 4 même. Et puis 2 traits bleus. Donc il y a bien 2 traits rouges de plus que le trait bleu. Donc ça, c'est le premier théorème qui est vérifié. Et puis si on regarde les angles, eh bien, on s'aperçoit, oui, effectivement, il y a 180 degrés une fois sur 2 et 180 degrés une fois sur 2 pour les pairs et les impairs. Donc le deuxième théorème est vrai. Et alors, là, vous prendrez mes transparents si vous voulez, et puis vous ferez ce dessin et vous essaierez de replier. On aurait pu faire ça dans l'amphi, là, mais ça aurait pris un petit peu de temps. Et vous n'y arriverez jamais. Vous n'y arriverez jamais à replier les feuilles de manière à ce que les traits rouges soient les plis vallées et que les traits bleus soient les plis montagnes. En réfléchissant un petit peu, sans faire aucun pliage, on peut le voir quand même, parce qu'on voit bien que si on commence à vouloir plier ça vers l'intérieur, ça vers l'intérieur, ça vers l'intérieur, parce qu'il y en a 4 consécutifs, et ça vers l'intérieur, ça ne marche pas. Il faudrait que la feuille se transperce elle-même, passe à travers elle-même, c'est pas possible. Et en faisant le dessin sur une feuille carrée, vous essayez, et vous verrez que ça ne marche pas. Donc, c'est ça qu'il faut retenir. Quand les deux théorèmes sont vérifiés, c'est pas pour ça qu'on peut plier. Voilà. Alors, il se trouve que les choses sont un tout petit peu plus subtiles que ça, parce qu'en fait, si la condition sur les angles, donc quand j'en prends 1 sur 2 avec un signe plus et 1 sur 2 avec un signe moins, est vérifié, et puis que je n'ai pas choisi au départ les bleus et les rouges, eh bien, il y a un théorème qui dit, là je ne vais pas le démontrer, que si on a un pli de cette sorte-là, donc on a mis pour l'instant des segments de droite sans préciser ceux qui sont rouges et sans préciser ceux qui sont bleus, et on se pose la question, est-ce que je peux mettre les couleurs rouges et bleues de manière à ce que ce soit pliable, que ça puisse faire un pli d'un origami? Et là la réponse est oui. Si la condition sur les angles est vérifiée, ça, il faut qu'elle soit vérifiée, ça, à ce moment-là, il y aura une possibilité d'attribuer les couleurs rouges et bleues de manière à ce que ça se replie. Et je reprends le dessin précédent, là, où il y avait 4 rouges consécutifs et 2 bleus consécutifs, et puis là, je mets les couleurs autrement. Alors, j'espère qu'on les voit bien, oui. C'est en fait rouge, bleu, alors ça va bien parce que je vois 3 rouges et 3 bleus. 3 rouges et 3 bleus, ça va pas. Donc voilà, qui est bien. Alors, celui-là, il doit être bleu. Ça. Bon, mon dessin est pas très beau. Éventuellement, vous pourrez réfléchir à votre tour, après avoir fait le dessin. Il y a une façon d'attribuer les bleus et les rouges, je ne l'ai pas bien dessiné sur mon transparent, là, qui fait qu'on peut replier. D'accord? En fait, je pense que ça doit alterner, sauf...
Mon dessin n'est pas bien fait, je revois ça. Donc, retenons la chose suivante. Si la condition sur les angles est vérifiée, on peut attribuer des couleurs rouge et bleu en respectant le premier théorème et le second, de manière à ce que ce soit pliable. Donc ça, c'est intéressant. Alors, il y a d'autres questions qui se posent. Quand on est mathématicien, on se pose toutes sortes de questions que se posent pas les autres gens, en général. Là, c'était la question qu'on s'est posée ici, c'était dans les deux premiers ces deux transparences, c'était la question du repliage local. On se donne un seul sommet, on dessine des plis montagnes et des plis vallées qui arrivent sur ce sommet, et on se demande si c'est repliable. Maintenant, il faut se poser une autre question, parce que sur un canevas, il va y avoir plusieurs points. Il va y avoir plusieurs points. Et on peut se poser la question, si un dessin de plis où on ne précise pas vallée et montagne, on fait uniquement des plis, et on va se poser la question de savoir si on peut attribuer des couleurs bleues et rouges à ces traits, et si chaque nœud vérifie la condition du théorème de Kawasaki, c'est-à-dire sur les angles. Voilà. Peut-on plier globalement à plat cette forme? Donc, il y a plusieurs points cette fois-ci, hein. Il n'y a pas qu'un seul point. Est-ce qu'on peut plier globalement? Ce que disait le résultat du transparent d'avant, c'est qu'on peut plier localement. Chacun des points à l'intérieur du canevas va pouvoir être plié. Mais peut-être que les plis qu'on fait pour l'un des points et puis pour un autre ne vont pas être compatibles. Que peut-être que pour l'un des points, il va falloir prendre un vallée pour un segment, et puis quand on va regarder ce qui se passe sur l'autre, pour le plier, il va falloir prendre montagne. Donc c'est ça la question. Est-ce qu'il y a une façon cohérente, est-ce qu'il y a toujours une façon cohérente d'attribuer des couleurs rouges et bleues de manière à ce que tout soit plié globalement? Donc c'est chaque point est pliable localement, et la question qu'on se pose, est-ce que c'est pliable globalement? Et bien, la réponse est non, et ça tient simplement sur ce dessin-là. Vous pourrez aussi faire le dessin et essayer. Donc on dessine ce segment, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 9 si je ne me trompe pas, il y a 9 segments. Chacun des points vérifie bien la condition sur les angles. Voilà, on peut le voir assez rapidement, parce qu'à chaque fois il y a 2 angles droits. Donc ça fait et puis donc les autres, par complément, ils font aussi la somme des 2 angles droits. Donc la condition sur les angles, en réfléchissant 2 secondes, on voit bien qu'elle est vérifiée. Et on peut se poser la question, est-ce que ça, je peux replier globalement? Chacun des points peut être replié s'il était tout seul. Donc il y en a 3 qui peuvent être repliés simultanément. Est-ce que je peux les plier tous les 3 simultanément? Et la réponse est non. Et on s'en aperçoit très rapidement, si on prend une feuille carrée, qu'on dessine les segments, puis qu'on essaie de faire le pliage, on verra que ça ne marche pas. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez une certaine habitude du pliage du papier, on voit bien qu'on ne va pas réussir. Si vous avez une petite habitude, vous voyez bien que ce n'était pas possible. Donc voilà, la réponse est non. Il se peut que chaque point soit pliable, mais que globalement, il n'y ait pas de façon cohérente de les plier. Voilà. Alors, il y a une question qui se pose, voilà, c'est une série de questions que les mathématiciens se posent. Quand il en a résolu une, il tombe sur une autre. Il dit maintenant, voilà, j'ai un graphe donné sur une feuille, donc il vérifie, par exemple, supposer qu'il vérifie les conditions sur les angles, et puis maintenant je veux choisir montagne et vallée, et je me pose la question, est-ce que c'est possible ou pas? De manière à avoir quelque chose qui satisfait les 2 théorèmes. Je veux simplement satisfaire les 2 théorèmes. Donc je veux qu'il y ait une compatibilité. Si pour l'un des plis intérieurs je choisis rouge, il faudra que pour l'autre ce soit aussi rouge. Et la réponse, ça peut être oui ou non, les points sont compatibles ou pas les uns avec les autres, et là la réponse est oui. Il y a une façon de savoir si c'est compatible ou pas. Je ne dis pas que c'est compatible à chaque fois. Je dis qu'il y a un algorithme, donc une méthode, qui va fonctionner assez rapidement. On dit que c'est un algorithme qui fonctionne en temps linéaire, et qui va indiquer comment attribuer les rouges et les bleus à chaque segment, de manière à ce que les 2 théorèmes soient vérifiés. Et ça, donc voilà, c'est une sorte de théorème aussi qui a été démontré concernant ce pliage. Malheureusement, même si on arrive à trouver une assignation, une attribution de couleurs rouge et bleu à chacun des segments,
la question reste posée, est-ce que je peux plier tout? Chacun va être pliable. Il y a une sorte de conformité entre le choix que je fais pour les segments rouges et les segments bleus, mais est-ce que tout est compatible? Et là, la réponse c'est j'ai une assignation donc, qui est correcte au sens des deux théorèmes. Est-ce qu'on peut savoir rapidement, la question qui se pose maintenant, c'est si je vais pouvoir faire un pliage global? C'est-à-dire, est-ce que cette assignation qui est correcte, ce dessin qui satisfait les deux théorèmes, est-ce qu'il peut se replier globalement? Et là, la réponse, elle est assez subtile. Je vais l'expliquer bien indiqué. Il y a des méthodes qui permettent de savoir si la réponse est oui ou non, mais aucune de ces méthodes n'est rapide. Alors, en termes savants, tout à l'heure j'ai dit que ma spécialité c'est la théorie de la complexité, ça fait exactement partie des problèmes que traite la théorie de la complexité. On dit que le problème il est NP complet. Alors, on a peut-être certains qui ont entendu parler de ça, mais je vais l'expliquer en termes très simples. Quand un problème est NP complet, ça veut dire qu'on connaît des algorithmes qui savent le résoudre, mais que ces algorithmes ils peuvent demander énormément de temps quand les paramètres du problème augmentent en taille. Donc pour un petit pliage avec une dizaine de plis, on va pouvoir le faire, mais si on avait un dessin qui comportait une centaine de plis, non, le temps que mettrait l'algorithme à traiter le cas où il y a un très grand nombre de plis, il augmente tellement rapidement qu'à un moment donné, ça devient intraitable, quel que soit l'ordinateur dont on dispose. Donc les problèmes qui sont NP complets, ce sont des problèmes de cette nature-là, ce sont des problèmes qu'on sait traiter de manière algorithmique, mais qui, dès que le nombre de paramètres, dès que les valeurs des paramètres du problème sont trop grandes, ne peuvent pas être traitées en pratique. Et ça, c'est très important en informatique, donc j'insiste, et je profite de l'occasion pour en parler. En informatique, il y a toute une série de problèmes qu'on sait traiter, on sait écrire des algorithmes qui vont les traiter, mais si les paramètres du problème sont trop grands, en fait, même les meilleurs ordinateurs, même ceux qui vont les plus vite, même les réseaux d'ordinateurs, ne vont pas être capables de traiter les problèmes quand les paramètres deviennent trop grands. C'est ce qu'on appelle les problèmes, parfois on parle de problèmes de nature exponentielle, et les problèmes NP complets, ils font partie de ces problèmes qu'on considère comme étant de nature exponentielle. Alors je sais, c'est peut-être un petit peu compliqué de parler de ça, mais je pense que c'est intéressant de le mentionner. Paraît-il, ça j'attends de rencontrer un origamiste spécialisé, paraît-il que quand on connaît le canevas d'un pliage et qu'on sait quel est l'objectif, donc on connaît aussi la figure à laquelle on va arriver, paraît-il, un bon origamiste, il sait, en utilisant que le canevas et que la figure finale, il sait comment opérer. Alors je suis un petit peu sceptique concernant ce résultat-là, cette affirmation-là, paraît-il. Voilà donc des canevas et des pliages, donc partiels et puis complets ici, pour une sauterelle. Et puis on peut vérifier à chaque fois le premier théorème et le second pour chacun. Alors, il me reste 10 minutes, donc je vais parler un tout petit peu de quelque chose qui est aussi peut-être un petit peu compliqué pour certains d'entre vous, mais vous allez voir, c'est aussi quelque chose qui est très concret puisque je vais parler de construction à la règle et au compas. Donc, quand on fait des pliages, on fait des opérations qu'on peut essayer de comprendre parfaitement dans le détail. On ne fait pas n'importe quoi quand on fait un pliage. On met par exemple deux droites en coïncidence l'une avec l'autre, et puis on fait le pli qui permet de mettre ces deux droites en coïncidence. On amène un point à un certain endroit, et puis on fait le pli de manière à ce que le point, une fois que la feuille sera pliée, soit exactement à cet endroit-là. On fait un certain nombre d'opérations, et on se dit, quelles sont ces opérations? Est-ce qu'on peut en faire une liste complète? Et alors, la réponse c'est oui. Il y a 7 types d'opérations, alors je ne vais pas les détailler toutes, mais je vais expliquer les premières, qui vont donner lieu à 7, on va appeler ça des axiomes en mathématiques, et qui correspondent à 7 types d'opérations qu'on fait quand on fait du pliage. Alors, première opération, c'est particulièrement simple, j'imagine que j'ai une feuille de papier et sur laquelle il y a 2 points, P1 et P2, qui sont dessinés. Et on considère comme faisable, et on comprend bien qu'effectivement, tout le monde va savoir faire cette manipulation, je peux faire un pli qui passe par P1 et par P2. Alors, on considère que ça, c'est une chose qui est possible, et
comme on est en mathématiques, on imagine qu'on peut faire ça d'une manière absolument parfaite. Même si les points sont infiniment fins, on va pouvoir faire le pli parfaitement, qui passe par P1 et par P2, et l'axiome, ce sera ça. Quand on a deux points, on peut, alors si on parle en termes de tracé de droite, on peut tracer la droite qui passe par P1 et par P2. Deuxième axiome, j'ai deux points, et je me dis, est-ce que je peux plier une feuille de manière à amener le point P1 sur le point P2? Alors, je pense que ce n'est pas difficile d'imaginer l'opération. Je prends le point P1, je l'amène sur le point P2, et puis j'aplatis avec la main, et ça fait un pli qui va amener exactement P1 sur P2. Donc ça, c'est le deuxième axiome. Troisième axiome, puis après j'arrêterai les commentaires, mais les autres sont toujours de la même nature. J'imagine que j'ai deux plis, donc deux droites qui sont dessinées sur ma feuille, qui proviennent de plis que j'ai fait avant, qui correspondent par exemple à la droite D1 et à la droite D2. Et je me pose la question, est-ce que je peux faire un pli, qui est ici dessiné en pointillé comme à chaque fois, de manière à ce que la droite D1 se mette à coïncider avec la droite D2. Donc en fait, ça revient à tracer la bisectrice de l'angle des droites D1 et D2, d'accord? Mais en faisant un pli. On imagine bien que oui, hein, si j'ai deux droites, je vais réussir à faire le pli qui va exactement amener D1 sur les deux, etc. Donc voilà, il y a en tout 7 axiomes, et tout le monde est d'accord pour dire que quand on fait des pliages mathématiques, enfin quand on fait des pliages en origami, à chaque fois qu'on fait une opération, on est en train d'utiliser l'un de ces axiomes. Et donc, tous les dessins qu'on va pouvoir faire sur une feuille à l'aide de plis et d'intersections de plis, donc ça va donner un ensemble de plis possibles, un ensemble de points possibles, ça va être quelque chose qui va être intéressant et qui va pouvoir être compris sur un plan mathématique, et je vais expliquer ce que c'est. Alors, j'en viens au problème de la quadrature du cercle. Donc, vous avez tous utilisé un compas et une règle. Quand on parle du problème de la quadrature du cercle, on imagine d'ailleurs qu'on utilise une règle sans graduation. Pourquoi pas, voilà, c'est les règles du jeu. Et le problème de la quadrature du cercle, qui a été posé par c'est Anaxagore. Anaxagore s'est posé le problème suivant, qu'on appelle le problème de la quadrature du cercle. Je suis sûr qu'il y en a certains d'entre vous qui le connaissent. Il se dit, voilà, j'ai sur une feuille de papier, bien plate, on ne se pose pas de questions, j'ai un cercle qui a été dessiné par quelqu'un. Je dispose d'un compas et d'une règle, et puis ce que je voudrais, c'est, en traçant divers segments de droite, à chaque fois, par exemple, je trace un segment de droite qui va couper le cercle en deux points, puis ensuite, à partir de ce segment de droite, en prenant la médiatrice, vous voyez bien ce que je veux dire, je vais réussir à tracer une diagonale, non pas une diagonale, un diamètre du cercle, etc. Je fais des constructions à partir de ce cercle, et je construis un certain nombre de droites et un certain nombre de points qui vont être des intersections de droite ou d'arc de cercle, puisque je dispose d'un compas, je vais pouvoir dessiner aussi des arcs de cercle. Et puis, ce que je voudrais, c'est réussir à construire un carré qui ait la même aire que le disque que j'avais au départ. Quadrature, ça vient ça, je veux faire un carré, on dit aussi quarré, le cercle, qui ait la même aire que le cercle que j'avais au départ. Et alors pourquoi est-ce que les Grecs se sont intéressés à ce problème? Ça c'est peut-être un petit peu mystérieux, on ne comprend pas trop bien. Pourquoi ce problème-là plutôt qu'un autre? Mais ils se sont intéressés à ce problème, et puis ils n'ont pas réussi à le résoudre, du moins en respectant strictement les règles du jeu. Et puis ce problème, depuis 2000 ans, pendant 2000 ans, il a intéressé les mathématiciens. J'ai un cercle, j'ai une règle, j'ai un compas. Je veux, par une construction successive de points et de droites, réussir à obtenir un carré qui a la même aire que le cercle de départ. Et on n'y arrivait pas. L'Académie des sciences française recevait des mémoires ou des propositions de solutions d'amateurs qui disaient « Moi j'ai résolu le problème de la quadrature du cercle, ça fait 2000 ans qu'on essaye, moi j'ai résolu ».
Pendant un certain temps, ils les ont examinés, puis à la fin, ils ont renoncé à les examiner parce que tout le monde a été persuadé, donc à partir à peu près du 19e siècle, que ce problème n'avait pas de solution, qu'il était impossible à résoudre, qu'on ne pouvait pas faire cette construction de la quadrature du cercle. Et puis, c'est là où les mathématiques sont miraculeuses. Au 19e siècle, on a réussi à démontrer que c'était impossible de faire la quadrature du cercle. Alors, je ne raconte pas le détail de cette histoire, mais on a démontré que la quadrature du cercle était impossible. Et ça se traduit d'une manière assez simple en termes de nombre. En fait, faire la quadrature du cercle, ça revient à dessiner un segment qui est comme longueur le nombre pi, ou qui est comme longueur le nombre racine de pi, ça revient au même, parce que quand on en a un, on peut avoir l'autre facilement. Et donc, si on considère tous les nombres, toutes les longueurs qu'on peut faire, à partir de la construction d'un cercle qui a comme diamètre 1, si on considère toutes les constructions qu'on peut faire et tous les segments qu'on peut faire en respectant strictement les règles, on définit un certain ensemble de nombres. Ce sont ce qu'on appelle les nombres constructibles à la règle et au compas. Et la démonstration de l'impossibilité de la quadrature du cercle, elle a consisté à démontrer que le nombre pi n'était pas un nombre constructible à la règle et au compas. Et alors on a procédé en 2 étapes. On a démontré d'abord que les nombres qui sont constructibles à la règle et au compas, je vais vous montrer à quoi ils ressemblent, je vais arriver assez vite à la conclusion. Voilà, les nombres qui sont constructibles à la règle et au compas, ce sont les nombres qui sont de ce genre-là. C'est-à-dire, ce sont des nombres qui sont construits à partir des nombres entiers. On peut faire des multiplications, on peut faire des divisions, on peut faire des additions, on peut faire des soustractions, on peut prendre des racines carrées, et puis c'est tout. Alors on a le droit de faire ces opérations-là autant de fois qu'on veut, les unes après les autres. Donc par exemple, 4 plus racine de 11, c'est bon, c'est constructible à la règle au compas. Racine de 2 sur 4 plus racine de 11, c'est constructible à la règle au compas, etc., etc. Donc quand on utilise ces opérations-là autant de fois qu'on veut, un nombre fini de fois, on obtient des nombres, et ce sont ces nombres-là qui sont constructibles à la règle et au compas. Et on démontre, ça c'est quelque chose qui est difficile, ça a été fait en 1882 par von Lindemann, c'est un mathématicien allemand. On démontre que le nombre pi n'est pas constructible à la règle et au compas, et ça signifie donc que la quadrature du cercle n'est pas résolue. C'est un problème impossible à résoudre. Alors, quel rapport avec l'origami? Le rapport avec l'origami, c'est le suivant. Je vais expliquer, je vais essayer d'assez vite, sinon je vais avoir consommé mon temps. Quand on fait des plis, en fait, c'est la même chose. On définit un certain ensemble de nombres. Chaque pli et chaque point qu'on va réussir à placer en faisant une série de pliages conformément aux axiomes de l'origami, ça va dessiner des points sur la feuille, et toutes les distances entre ces points vont être des nombres qu'on va considérer comme des nombres constructibles par origami. Donc il va y avoir les nombres constructibles par origami, de même qu'il y a les nombres constructibles à la règle et au compas. Et la question qui se pose très naturellement, mais qui s'est posée qu'au XXe siècle, c'est ça qui est assez bizarre qu'on ne se soit pas posé la question plus tôt, c'est est-ce que les nombres qui sont constructibles par pliage sont les mêmes que les nombres qui sont constructibles à la règle et au compas? C'est une question absolument élémentaire. Pour quiconque s'est un tout petit peu intéressé à l'histoire des mathématiques, où le problème de la quadrature du cercle est très important. Alors, la réponse, elle est très subtile. Je vais l'expliquer en quelques transparents. En fait, ça dépend quels axiomes on prend. Si on prend comme axiome que les premiers axiomes, donc on s'impose de n'utiliser que les 4 premiers axiomes de la série d'axiomes que j'ai utilisés. À ce moment-là, il y a un travail mathématique important à faire pour arriver à ce résultat-là, on peut construire des nombres qui vont être des nombres constructibles par ces 4 axiomes-là, et ces nombres sont appelés les nombres pythagoriciens. Et leur définition, elle ressemble un petit peu à celle que j'ai évoquée il y a 2 secondes, là. Ça va être tout ce qu'on peut faire en prenant des nombres entiers, en faisant des additions, des multiplications, des soustractions, des divisions, et en prenant la racine carrée de 2 nombres qu'on a déjà, A et B, et en prenant la racine carrée de A2 plus B2. Donc c'est un petit peu compliqué, voilà, mais c'est ça. Petit à petit, on construit un certain nombre de nombres de cette façon-là, en faisant des soustractions, des multiplications, et de temps en temps en faisant racine de A2 plus B2.
Et ça, c'est exactement les nombres qu'on peut construire avec les 4 premiers axiomes. Et cet ensemble-là, il est plus petit que l'ensemble des nombres constructibles à la règle de compas. Et donc, si on s'impose de faire de l'origamique avec les 4 premiers axiomes, on obtient moins de choses que ce qu'on peut faire avec la règle et le compas. Et donc, en particulier, évidemment, on ne va pas pouvoir résoudre le problème de la quadrature du cercle. Maintenant, si on considère en plus l'axiome 5, et alors là, c'est une sorte de miracle tout à fait inattendu sur un plan mathématique, c'est que l'ensemble des nombres qu'on va pouvoir obtenir par pliage en utilisant les 5 axiomes, ça va être exactement le même que l'ensemble des nombres constructibles à la règle et au compas. Donc, si on prend les 5 premiers axiomes, c'est bon. On obtient exactement les nombres qu'on appelle les nombres euclidiens, que j'ai évoqués là, il y a quelques secondes, en faisant racine de 2, etc. Mais il n'y a pas que 5 axiomes. En fait, il y a le 7e pli, et qu'est-ce qui se passe quand on prend tous les axiomes possibles? Et ça, c'est une chose qui a beaucoup étonné les mathématiciens quand ils ont découvert ça. Eh bien, quand on prend tous les autres plis, et qu'on prend tous les axiomes possibles, à ce moment-là, on obtient un ensemble de nombres qui est plus grand que l'ensemble des nombres constructibles à la règle et au compas. Et la différence, elle est relativement faible. C'est tout ce qu'on peut obtenir en faisant des opérations, donc multiplication, addition, etc., les racines carrées, mais aussi les racines cubiques. Cette fois-ci, on a le droit aux racines cubiques quand on prend tous les axiomes. Et ça donne, ça, ce sont l'ensemble, tous les nombres qu'on obtient de cette façon-là, ce sont les nombres constructibles par origami, qui sont donc plus grands, plus nombreux que les nombres constructibles à la règle et au compas. Et alors, je vais juste indiquer l'un de ces nombres qui est faisable, donc constructible par pliage, et qui n'est pas constructible à la règle et au compas. C'est le nombre qui correspond à la trisection de l'angle. Alors, j'explique ça, et puis ça sera le dernier point que je vais évoquer. En même temps qu'on a pu démontrer que la quadrature du cercle n'était pas possible, il y a un autre problème du même type qui a été évoqué, qui a nécessité, enfin qui a intrigué les mathématiciens pendant 2 millénaires, c'est le problème de la trisection de l'angle. Je me donne un angle quelconque, il ne faut pas qu'il soit particulier, parce que dans les cas particuliers, on va parfois réussir. Et puis, ce que je voudrais, c'est non pas construire la bisectrice, ça on sait le faire, la règle de compas c'est facile, tout le monde l'a fait, mais on voudrait construire un angle qui soit un tiers de l'angle qu'on s'est donné. Donc c'est ce qu'on appelle la trisection de l'angle. On veut découper l'angle en 3 angles qui soient égaux entre eux, en mesure, et qui redonnent l'angle dont on est parti. Donc c'est le problème de la trisection de l'angle. En même temps qu'on a pu démontrer que la quadrature du cercle n'était pas faisable à la règle et au compas, on a démontré que la trisection de l'angle n'était pas non plus faisable à la règle et au compas. Donc ça, c'est un problème qui échappe aux constructions à la règle et au compas. Et de manière très étrange, on va pouvoir résoudre ce problème très facilement avec des pliages. Donc ici, je vous montre le pliage qui permet cette trisection de l'angle. Je vais l'expliquer rapidement, mais le raisonnement est simple à suivre. Donc je me donne une feuille carrée, et puis, de manière préalable à la construction de la trisection de l'angle, je me donne 2 droites parallèles. Donc ici, quand la feuille est dépliée, c'est P, P' et c'est Q, Q'. Et je me les donne de manière à ce que la distance entre P' et Q' soit la même qu'entre Q' et B. Il n'est pas nécessaire que ce soit la même entre la partie supérieure, là, et puis P, P'. Ici, ce qui compte, c'est que P, P' soit égal à Q', B. Donc là, je me donne deux droites de cette façon-là. Je me donne un angle que je veux trisecter, que je veux couper en 3, et l'angle que je veux trisecter, c'est l'angle CAB. Donc c'est CAB que je veux couper en 3 morceaux, comme quand on fait quand on dessine la bisectrice, on peut couper en 2 morceaux. Là, je vais couper en 3 morceaux. Et là, en un seul pliage, on va pouvoir le faire. On prend le point A, donc il faut imaginer la feuille jaune dépliée, et puis derrière elle est bleue, on voit. Je prends le point A qui est ici, et je vais l'amener. Donc j'ai dessiné mon angle, hein. Donc j'ai dessiné le segment rouge ici, CA, il est dessiné, c'est lui qui détermine l'angle. Je prends le point A qui est ici, et je vais l'amener sur la droite Q',
QQ', de manière à faire un pli, et de manière à ce que le point P, qui était ici avant le pliage, se retrouve sur le segment AC. Alors ça, on imagine bien comment on peut le faire, c'est un pli qui est tout à fait faisable, ça revient donc En fait, pour le faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer le point A ici sur la droite de QQ', et on va le faire glisser jusqu'à ce que le point P, ici, touche la droite AC. Une fois qu'on a fait ça, on appuie bien, ça fait bien plat, et on obtient donc le schéma qui est ici. Et dans ce schéma-là, il y a 3 triangles qu'on va considérer qui vont être semblables. On dit égaux, ça va être des triangles rectangles qui vont avoir exactement les mêmes longueurs de côté et les mêmes angles. Et le fait qu'on ait 3 triangles qui aient les mêmes longueurs de côté et les mêmes angles, ça va montrer que l'angle au sommet de ces 3 triangles est le même, et donc on a réussi à faire la trisection. Alors le premier triangle qu'on considère, c'est A'R. Et le second, c'est AQA'. Vous voyez ici. Alors, je ne détaille pas tous les points, mais ils ont la diagonale en commun. Ils ont un angle qui est en commun ici, qui est un angle droit, puisque ce sont des triangles rectangles. Et puis, le segment QA', il a la même longueur que le segment A'R par construction, puisque QA', quand la feuille était dépliée, c'était la distance qu'il y a entre les deux droites, celle du bas et celle qui était Q'. Donc, ces deux triangles sont égaux au sens qu'ils ont les mêmes longueurs de côté et les mêmes angles. Donc, l'angle qui est ici, c'est le même que l'angle qui est ici. Maintenant, je considère les deux triangles APQ et AQA'. Ils ont un côté commun, ils ont des angles droits ici, et puis ces segments-là, PQ et QA', ils sont égaux par construction, puisque j'ai fait ma construction des deux premières droites, là, de manière à ce que les longueurs PQ et QA' soient les mêmes. Donc ces deux triangles sont aussi égaux, donc l'angle qui est ici, c'est le même que celui-ci, et donc j'ai bien découpé mon angle en 3 morceaux. Voilà. Donc finalement, quelque chose qu'on n'arrive pas à faire à la règle au compas, en un seul pliage, quasiment, il faut d'abord dessiner P' et QQ', on arrive à le faire avec l'origami. Donc l'origami est plus puissant que la règle au compas. Et puis je vais m'arrêter là, mais on a le temps, je pense, quelques minutes pour des questions. Qui veut poser des questions? Est-ce que vous pouvez faire plus d'origami dans vos recherches à la main? Bon, la question n'est pas très technique, on me demande si je fais beaucoup d'origami moi-même à la main. Alors, quand j'ai étudié le sujet pour faire un article dans la revue pour la science, et d'ailleurs il est à votre disposition si vous voulez le lire, oui, j'ai fait quelques pliages. Mais non, je ne suis pas un passionné de l'origami, non, je ne fais pas beaucoup d'origami. J'ai appris à faire la grue, je sais faire peut-être en papier et quelques autres, mais c'est tout. Non. Ce qui m'intéressait, c'était le problème mathématique. Cette histoire de constructible à la règle au compas et constructible par origami, j'ai trouvé ça absolument fascinant. Et surtout que ce qui est bizarre dans cette histoire-là, c'est que les constructions à la règle au compas, ça fait 2000 ans qu'on s'y intéresse. L'origami, ça fait quand même aussi quelques siècles qu'on en fait, mais il n'y a pas eu de lien entre les deux avant le XXe siècle. C'est un peu étrange comme situation, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Donc, je suis un mathématicien, je ne fais pas beaucoup de pliage. Bonjour. Pensez-vous contacter un professionnel d'origami pour pouvoir avoir plus d'informations sur les origamis? Alors, il existe beaucoup de livres sur l'origami.
En particulier, j'ai cité Robert Lang, que j'ai effectivement contacté, comme je vous l'ai dit, pas pour lui faire plaisir, parce que je sais qu'il y avait des erreurs dans un de ses livres, mais en fait, on peut contacter les gens directement, on peut les rencontrer, et j'ai rencontré à l'occasion d'une conférence comme ça des professionnels de l'origami, des gens qui vivent en fait en faisant des origamis, et en particulier c'était des gens qui travaillaient avec le milieu de la mode. Je ne sais pas s'ils gagnent beaucoup d'argent. Donc oui, j'ai déjà rencontré des gens qui font de l'origami. Maintenant, en général, eux, c'est pas vraiment les mathématiques qui les intéressent. Hein. Non, ce qui les intéresse, c'est de développer leur art, d'imaginer des formes nouvelles, de nouvelles choses qu'on peut faire avec des pliages, mais les aspects mathématiques les intéressent un petit peu de manière secondaire. Dernière question. Oui, alors j'ai une petite question. J'ai cru comprendre dans ton explication à un moment que en fait on ne pouvait pas avoir 4 plis montagnes qui se suivaient. C'est vrai ça ou pas bien suivi? On peut avoir 4 plis montagnes qui suivent dans certains cas, mais sur le dessin que j'avais montré, on ne pouvait pas les faire. Il y a une petite différence. Dans le cas général, on peut imaginer, on fait une sorte de spirale. Donc on va avoir des plis montagnes qui vont se succéder en aussi grand nombre qu'on veut. Par contre, ceux que j'avais dessinés, on ne peut pas les faire. Une dernière question. Non, bah merci, je pense qu'on peut applaudir. Alors, s'il vous plaît, donc vous allez pouvoir aller dans vos salles, juste comme on ne vous revoit pas tous ensemble. Donc la pause pour ceux qui sont en salle 117.